Quand on rentre dans un magasin, tu as toujours l'impression d'avoir un commercial derrière tes épaules. En réalité, le commercial, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de prédire ta proba d'acheter. Et donc, elle va regarder comment t'es habillé, comment tu regardes les produits, quel téléphone t'as entre les mains, et à partir de là, tu te dis, bon, ok, lui, il va acheter ou pas. Et donc, l'IA prédictive de Camelot permet de faire ça. À partir de toutes les données que tu laisses, les scrolls que tu fais sur le site, les clics que tu fais, d'où tu viens, quel navigateur tu as, etc. L'IA va te prédire un comportement. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Frédéric de Todaro, qui est Chief Product Officer chez Caméléon. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'IA, d'A/B testing et d'expérimentation. Bonjour Frédéric, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu ? Salut, ça va très bien, merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Alors Frédéric, avant qu'on rentre un peu dans le détail et qu'on parle d'IA, juste pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce qu'on appelle l'expérimentation et les tests AB, j'aimerais qu'on revienne un peu aux bases quelques instants. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Ouais, bien sûr. Donc, j'arrive dans ta question. Il y a deux notions importantes. Tu parles d'expérimentation et de test A/B. Bon, ça reste des concepts qui sont relativement très proches et qui sont souvent utilisés de manière interchangeable. Mais il y a quelques nuances importantes que je veux soulever là. Donc, juste rapidement, le test A/B, bon, c'est une des méthodes les plus connues dans le domaine de l'expérimentation, hein. L'objectif, c'est simple. Tu compares deux versions d'une page, d'un élément ou d'un contenu. La version A, c'est ta page d'origine qui sert de contrôle. La version B, c'est là où tu introduis globalement le changement. Et le principe, c'est de présenter la variation B à 50% de tes visiteurs et la version A aux 50% restants, de manière complètement aléatoire. Donc ça, c'est important. L'un des éléments fondamentaux du test A/B, c'est que les utilisateurs ne savent pas qu'ils participent à un test A/B. Et l'objectif, c'est que tu mesures ensuite des indicateurs clés comme le taux de conversion, le revenu, pour déterminer si la version B apporte une amélioration qu'on appelle significative. Donc, tu as un échantillon qui est représentatif. Et donc, c'est une approche qui est scientifique, qui est statistique, qui est incontestable et qui te permet de valider que les résultats observés, ils sont directement liés quelque part au changement que tu testes au travers de ta version B. Donc ça, c'est le test A/B. Après, tu as l'expérimentation qui est un concept un peu plus large, qui englobe les tests A/B, mais pas uniquement. Donc, elle inclut d'autres pratiques comme ce qu'on appelle le feature flagging, concept très technique qui est utilisé souvent par les équipes produits et R&D, qui permet de déployer progressivement une nouvelle fonctionnalité en production. Donc là, l'objectif, c'est pas vraiment de comparer une version A avec une version B, mais plutôt de s'assurer que la fonctionnalité que tu introduis, elle fonctionne bien, elle n'a pas de bug, elle apporte une valeur réelle avant d'être déployée à tous les utilisateurs. Donc les tests A/B sont en quelque sorte une forme d'expérimentation, mais l'expérimentation va un petit peu au-delà. Elle inclut des méthodologies qui sont dans le cycle de développement, on va dire, d'un produit. Et donc tu t'assures que chaque élément que tu introduis, il est validé avec un déploiement avant de faire un déploiement complet. D'accord. Alors, Caméléon est une plateforme de test AB, donc d'expérimentation. Qui sont vos clients ? Est-ce que tu peux partager quelques noms ou quelques problématiques peut-être que les clients doivent justement rencontrer ? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, on travaille avec énormément d'entreprises aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. On n'a pas forcément une verticale donnée. On travaille avec des clients prestigieux comme Fnac Darty, Orange, Renault, des acteurs comme Lidl, comme le groupe Pierre et Vacances, par exemple, des banques aussi, comme la Société Générale, ou encore tu vas avoir du Canada Goose. Donc, on traite différentes problématiques. Ça peut être voilà, optimiser la génération de leads, ça peut être optimiser la user experience, ça peut être optimiser tes campagnes promotionnelles. Donc on a plein de sujets qui sont en général traités par nos clients. D'accord. Et donc quand on lance une expérience, a priori, ça a l'air assez simple. On a une page A, on a une page B, où on a différents projets, mais comment est-ce qu'on fait pour construire vraiment un programme d'expérimentation et quel rôle est-ce que toi tu joues, au sein de Caméléon pour justement faciliter ce processus? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais qu'avec une solution comme Camelon, tu peux maintenant lancer un test simple, un changement de wording, de couleur, déplacer des blocs en 5 minutes. Je dirais que voilà, que des sociétés comme Camelon ont vraiment démocratisé la pratique du testing, qui auparavant était surtout, on va dire, réservée aux grandes entreprises. Sans ressources techniques, tu n'allais pas très loin. Aujourd'hui, on a rendu ça plus simple, plus accessible à tous. Et donc aujourd'hui, je dirais que le défi, c'est pas tant de voilà comment tu vas lancer ton test, comment tu le fais, c'est facile maintenant. Tu
pense que le véritable enjeu, c'est de bâtir un programme qui soit structuré, durable, évolutif. Ça demande de la méthodo, des objectifs qui sont clairs, des processus bien définis et surtout, et c'est ça qui est important, une collaboration, on va dire, ouais, fluide avec entre les différentes équipes, qu'elles soient marketing, produits et technique. Donc on a, tu vois, on entend souvent parler d'entreprises comme du Spotify, du Amazon qui lancent des milliers de tests, chaque année. Je pense qu'elles ont compris, tu vois, dès le premier jour il fallait permettre à n'importe qui dans l'organisation de pouvoir, mener des tests AB. Heu, Pourquoi? Parce que, bah, il y a une corrélation directe entre, tu vois, le nombre de tests que tu lances et le revenu que tu génères aujourd'hui. Donc l'expérimentation, c'est vraiment un moteur d'innovation dans ces entreprises et donc je dirais que le succès, c'est vraiment, ça va reposer sur une vraie culture, de l'expérimentation où les équipes collaborent efficacement pour exploiter les résultats, prendre des décisions éclairées et c'est là que Caméléon, des sociétés comme Caméléon se distinguent sur le marché. On met entre les mains, des équipes, produits, marketing, technique, une plateforme qui est totalement unifiée, qui centralise et simplifie, on va dire, la pratique de l'expérimentation qui est fondamentale si tu veux vraiment, voilà, je dirais pas qu'il faut lancer, 1000 tests par an, mais si tu veux aller à ce niveau-là, il faut que tu aies ce genre d'architecture ou de solution, parce que tout est conçu pour rendre, ça simple, le processus doit être fluide, collaboratif, impactant, tout en limitant aussi la sollicitation des équipes techniques qui sont en général très prises, quoi. Alors, quel lien est-ce que tu fais entre l'intelligence artificielle et l'expérimentation au sens large? Est-ce qu'il faut de l'IA pour faire de l'expérimentation? Ou est-ce que, l'IA vient apporter une couche supplémentaire, des fonctionnalités supplémentaires, mais qui n'empêche pas pour autant de lancer un test AB ou un programme, d'expérimentation? C'est quoi le lien entre les 2 en fait? C'est ça que j'essaie de comprendre, hein. Ouais, en fait, l'IA va venir booster quelque part, ton programme d'expérimentation, la facilité à laquelle tu le fais. Il y a plein d'endroits où l'IA, on en a plein dans notre produit aujourd'hui, où on voit l'IA comme quelque part un copilote, des équipes, qui intervient à chaque étape du processus de la création, d'un test. Bon, je te prends un cas simple, heu, est-ce que tu dois, pousser, ce bond de réduction à tout le monde ou pas? Souvent compliqué, tu vas passer par, du crunching de data, tu vas essayer de comprendre qui réagit bien à ton mode de réduction. L'IA vient complètement, simplifier tout ça, en calculant, en faisant des prédictions, en disant: «Bah, OK, toi, je te vois, je sais que tu fais tel et tel, comportement sur le site, je vais te donner une probabilité de conversion qui est relativement élevée» et donc ça te permet quelque part aux équipes de se concentrer sur autre chose. Donc on va, laisser l'IA agir et les équipes peuvent ensuite se concentrer sur des sujets plus stratégiques. Tu as sur l'analyse aussi, un test AB comme je disais tout à l'heure, c'est statistique. Heu, il faut être sûr de bien analyser les résultats. Avec l'IA, tu peux te connecter, tu lui dis: «OK, donne-moi les principaux enseignements que j'ai sur mon test» et l'IA va venir cruncher la donnée en 30 secondes. Là où ça t'aurait pris peut-être, tu vois, 1 heure à regarder tous les indicateurs, de comprendre pourquoi tu as tel ou tel résultat. Et puis après, il y a d'autres sujets aussi, je pense que l'IA aide à tout ce qui est, tâches répétitives, tu vois? Des changements de contenu, le messaging. Tu as pas forcément besoin, d'intervention humaine là-dessus. Tu peux laisser l'IA, venir modifier, des descriptions, de produits à la volée, heu, parce qu'elle a la capacité de le faire. Et donc toi, tu peux ensuite te concentrer sur des sujets plus stratégiques, ou des nouvelles features que tu veux mettre en place, là où l'IA a pas forcément cette capacité-là aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est intéressant parce que je comprends ce que l'IA peut faire, mais qu'est-ce qu'à l'inverse, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, quand on parle d'expérimentation? Jusqu'où est-ce que l'IA est capable d'aller et jusqu'où finalement, bah, on va se dire: «C'est trop compliqué» ou «C'est pas nécessaire» ou juste «Elle est pas assez bonne» pour répondre à cette problématique? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles, on a des limitations sur l'IA. L'IA va pas, par exemple, t'inventer, une vision, produit. Elle va pas forcément, aligner ton programme d'expérimentation sur, les objectifs stratégiques de ton entreprise. Il y a aussi la notion de, voilà, tu as des nuances métiers parfois, il te faut du contexte que l'IA a pas, et donc certaines décisions nécessitent une analyse humaine, c'est indéniable. Heu, L'humain est connu pour avoir de l'intuition aussi, donc l'IA va pas venir te remplacer, ton intuition. Les décisions aujourd'hui qui sont basées sur, voilà, une expertise métier,
ça reste globalement hors de portée pour l'instant, d'une IA. Et est-ce que tu as senti, toi, un changement depuis 2022, depuis en gros la sortie de ChatGPT et de la démocratisation de l'IA générative? Est-ce que tu as senti une forme d'accélération d'IA dans le monde de l'expérimentation? Est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui qu'on en parlait, avant la sortie de ChatGPT? Et est-ce que vous en faisiez avant? Est-ce que c'était déjà un sujet avant chez vous? Ouais, c'est une bonne question. Donc, bon, chez Camelot, on a mis en place de l'IA, depuis, le 1er jour, hein. Quand j'ai rejoint moi en 2012, il y avait déjà des personnes chez nous qui travaillaient sur des algorithmes, prédictifs. Parce que je pense que l'IA aujourd'hui peut pas tout faire non plus. Il y a de la décision temps réel que l'IA sait pas faire. On parlait tout à l'heure de ciblage prédictif où, l'IA est en mesure de calculer des scores, de probabilité de conversion. Bah, l'IA générative sait pas faire. Tu as besoin d'avoir cette information en temps réel depuis le site web. L'IA est très bonne pour, encore une fois, t'aider, à analyser tes tests AB, à te générer des hypothèses. Mais par contre, prendre une décision en temps réel à propos d'une multitude de données, ça, l'IA générative sait pas encore faire. Et donc nous, on a des algorithmes qui sont propres, qui permettent quelque part de reproduire un peu le comportement d'un commercial en magasin. Quand nous, on déteste quand on rentre dans un magasin, tu as toujours l'impression d'avoir un commercial derrière tes épaules. Mais en réalité, le commercial, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de prédire ta proba d'acheter. Et donc, elle va regarder comment tu es habillé, comment tu regardes les produits, quel téléphone tu as entre les mains. Et à partir de là, elle se dit, bon, ok, lui, il va acheter ou pas. Et donc, l'IA prédictive de Cabelone permet de faire ça. À partir de toutes les données que tu laisses, les scrolls que tu fais sur le site, les clics que tu fais, d'où tu viens, quel navigateur tu as, et cetera. L'IA va te prédire un comportement, ouais. C'est un peu le langage corporel numérique qui est analysé par des moteurs d'IA, hein? C'est ça, tout à fait, ouais. D'accord. Et donc ouais, donc nous on a toujours fait de l'IA. Après, clairement, quand l'IA générative est arrivée, tout de suite, on a eu beaucoup de demandes là-dessus. Est-ce que, voilà, l'IA peut m'aider à analyser mes tests? Est-ce que, elle peut m'aider à générer des variantes aussi? Donc, j'ai une hypothèse, voilà, génère-moi des variantes de tests. L'IA est très bien pour ça. Ou, aide-moi à mettre en place, mon test AB, j'ai pas le temps, d'utiliser, un éditeur graphique, ou de demander à mes équipes techniques de coder. Génère-moi le code de la variante. Et donc ça, l'IA est très bien aussi là-dessus. Elle est en capacité de générer du code, elle est en capacité de comprendre comment la page est structurée, bien mieux en réalité que l'humain, qui est souvent, voilà, souvent des limites, techniques. Nos utilisateurs restent quand même des équipes marketing qui ont pas forcément des connaissances techniques, et l'IA vient suppléer à ça. Ça reste un assistant, ça reste un assistant. Est-ce que ça veut dire que l'IA, quelque part, vient aussi baisser le niveau de compétences requis minimum pour faire de l'expérimentation? Est-ce que tu peux te dire finalement, bah, j'ai peut-être, un peu moins de connaissances ou un peu moins d'expérience, mais grâce à l'IA, je peux en faire autant que quelqu'un qui a, 10 ans d'expérience dans le domaine? J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là parce que t'as encore une fois, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une connaissance un peu statistique aussi. Ça reste un sujet statistique, ça reste un sujet technique. Si tu n'as pas de connaissances sur, la structure de ton site, sur, des méthodologies statistiques, tu vas avoir des limitations parce qu'in fine, ce qui est important de comprendre, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus, faire totalement confiance à l'IA. Il y a plein de situations, personnelles où parfois l'IA, va avoir un biais, parce que ça dépend beaucoup de comment tu as interrogé l'IA. Et donc je pense qu'il ne faut pas avoir tu vois, une connaissance aveugle sur ce que l'IA te dit. Encore une fois, il faut prendre ça avec un peu de recul, et c'est ça qui est important aussi. Quand on parle d'IA générative, souvent, on entend parler du terme hallucination. Alors, je récapitule rapidement, c'est en gros l'IA qui affirme de manière très convaincante des faits, des dates ou des situations qui n'existent pas, qui sont inventées de toutes pièces. Comment est-ce que toi, Frédéric, vous appréhendez ça chez Caméléon dans vos outils nourris à base d'IA? Est-ce que c'est un problème et comment vous pilotez ça, quoi? Ouais, c'est totalement un problème. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on le voit régulièrement. Je prends un exemple, on a cette capacité, on a une solution qui s'appelle AI Assist avec laquelle tu dialogues, et un des prompts les plus utilisés, c'est, donne-moi le code, pour, mettre en place, par exemple, je sais pas, un feature flag, et cetera. Et l'IA invente des méthodes, des noms de méthodes, informatiques, bien que tu lui dis: «Bon, la documentation, c'est celle-ci, regarde tout ça», et donc on a mis tous les contrôles nécessaires pour justement éviter, ces cas d'hallucination. On a aussi, la feature dont je parlais, très brièvement tout à l'heure, que l'on a appelé AI Experiments, qui permet de générer des contenus à la volée
sur les pages. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser les descriptifs produits, qui sont souvent un peu bancals sur les sites. Et c'est hyper important de contrôler effectivement ces effets d'hallucination pour qu'il y ait pas, des mots interdits qui soient par exemple, tu vois, positionnés dans les fiches produits. Donc, il y a beaucoup de contrôle quand même qui est fait. La qualité des prompts aussi, est hyper importante. Le contexte que tu lui donnes est aussi important pour éviter ces cas de figure. Si tu le laisses libre, évidemment, tu vas avoir ce genre de situation. D'accord. Est-ce que Caméléon a développé son propre, LLM, son propre modèle de langage? Ou est-ce que vous vous appuyez sur des, technos existantes qui sont peut-être, comment on dit? Fine tunées ou adaptées à vos besoins? Non, alors, 2 éléments de réponse sur, tout ce qui est, calcul de la prédiction d'achat, c'est vraiment du homemade, donc du maison. Et sur le reste, sur l'analyse, AI experiment, sur l'optimisation des contenus, tout ça, ça reste du modèle GPT, 4, O pour les connaisseurs. Par contre, après, on l'adapte effectivement, encore une fois, on lui donne un cadre de façon à ce que ça produise ce que nous, on a envie que finalement que ça produise. Quel est l'objectif final à la fin? D'accord, OK. Alors ce que j'entends, c'est que l'IA, ça va faciliter le travail des, expérimentateurs, des professionnels de l'expérimentation, qui elle peut générer beaucoup de tests, et du coup, est-ce qu'on risque pas d'arriver dans le problème inverse, c'est-à-dire d'avoir trop de choses à tester? Parce que techniquement, l'IA peut générer des centaines, voire des milliers de tests en quelques minutes. Jusqu'où on doit aller dans le test et est-ce qu'il y a un risque de surcharge? Ouais, c'est une excellente question. Encore une fois, je pense que l'objectif, c'est pas de tester pour tester. L'objectif, c'est pas de se dire: «Je vais avoir des milliers de tests, et ça me va très bien», mais plutôt d'utiliser ça pour répondre à des enjeux qui sont stratégiques, augmenter les conversions, améliorer l'expérience utilisateur ou encore favoriser, tu vois, l'adoption de nouvelles features quand on parle d'équipes produits qui utilisent notre solution. Quand on sait, dans la littérature, on lit souvent, 40 soit entre 45 et 50 je pense, des fonctionnalités d'un produit, elles sont jamais utilisées, ou 70 sont considérés comme non essentiels. Donc c'est des chiffres qui font peur puisque les équipes produits, travaillent quand même, sur, des nouvelles features. On voit très vite le potentiel de l'expérimentation, là-dedans pour optimiser un peu ce qui compte, finalement. Et donc il faut pas tester pour tester, vouloir tout tester sans prioriser. C'est vraiment contre-productif ici, et c'est là que l'IA joue un rôle clé. Je parlais tout à l'heure encore une fois il y a plein de sujets que tu peux laisser à l'IA, et sur lesquels, une intervention humaine n'est pas nécessaire. L'optimisation, de descriptifs, de contenu, et cetera. Ouais, demander à un humain de passer là-dedans, je trouve que c'est de la perte de temps. On attend plutôt l'humain sur des sujets stratégiques. Encore une fois, quelle feature va apporter de la valeur? Qu'est-ce qui pèche, sur la conversion? Comment est-ce que j'ai moyen de pas dégrader ma marge? Tu vois, je reprends le sujet du code promotionnel. Heu, Sur la plupart des sites, quand tu arrives aujourd'hui, tu as toujours une pop-up qui va t'offrir 10. Là où maintenant tu as quand même de l'IA qui te permet de faire beaucoup mieux. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire un peu chez Cameloun. C'est comme ça qu'on éduque nos clients aussi. Il y a des choses, encore une fois, qui font sens d'être pilotées par de l'IA, et d'autres sur lesquelles, tu as forcément des besoins. C'est pas l'IA qui va inventer une hypothèse pour toi. Par contre, en revanche, une fois que tu as ton hypothèse, tu peux l'IA est très bien pour générer des idées, de variantes, heu, très puissant pour ça. On a vu des cas où effectivement, un humain va passer peut-être 1 heure à, tu vois, générer 3-4 variations, là où en 5 minutes, l'IA va te générer des trentaines d'idées. Ensuite, c'est à l'humain ensuite de choisir celles qui font sens, qui répondent au contexte du site, qui répondent aux enjeux du site, qui répondent aux objectifs, encore une fois, stratégiques. Est-ce que aussi on peut tester plus rapidement? Alors je sais que et tu vas certainement y revenir, mais pour qu'un test soit statistiquement, significatif, qu'il ait de la valeur, faut qu'il y ait un minimum de personnes qui aient été exposées aux variations et cetera. Le fait de créer beaucoup de tests grâce à l'IA veut pas dire qu'on va avoir beaucoup de trafic qui va être exposé à ces tests. Est-ce qu'il y a pas un espèce de schisme entre, ou de dichotomie entre, la capacité de l'IA à faire et la capacité du site à absorber le trafic ou à générer du trafic? Ouais, tout à fait, ça, c'est un élément important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention à bien contrôler, faire des milliers de tests, ça fait pas sens parce que ton trafic reste, ta principale limite. Ouais. Et donc comme c'est un exercice statistique, tu es obligé d'avoir des échantillons. En revanche, il y a des tests, il y a des personnalisations sur lesquelles l'IA fait sens. Par exemple, si tu as des variantes, imaginons que tu aies, 5 idées, par exemple, qui pourraient répondre à une hypothèse.
Mmh. bah, tu peux très bien demander à l'IA de pousser la variante qui correspond aux visiteurs. Ça fait totalement sens et donc il y a une notion de trafic, évidemment, puisque l'IA va apprendre en te poussant telle et telle variante, il va apprendre des comportements des visiteurs et si ça fonctionne ou pas. Mais l'IA est très bien pour ça. Heu, L'IA est très bien pour ce genre de cas de figure. Après, tu as aussi au-delà de l'IA, tu as aussi des algorithmes statistiques qui permettent d'accélérer, cette prise de décision. On a des algorithmes chez nous comme Cupid, par exemple, qui permettent de regarder un historique, pour permettre de prendre des décisions plus rapidement. Donc, un feature très important de chez Calliope qui est très utilisé par nos clients. Donc je dirais qu'il y a une complémentarité un peu dans tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas tout mettre sur le dos de l'IA. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, des algorithmes statistiques qui ont été éprouvés et qui émettent beaucoup de valeur, et qui sont parfois pas encore présents dans des solutions, pour lesquelles il faudrait que ce le soit évidemment. D'accord. Alors on voit que l'IA, ça change évidemment beaucoup de choses dans la construction des programmes d'expérimentation, dans les outils, dans les fonctionnalités que vous utilisez. Est-ce que ça a un impact aussi sur les compétences des professionnels de l'expérimentation? Est-ce qu'en gros, aujourd'hui, il faut être bilingue en IA pour, travailler dans le domaine de l'A/B testing ou de l'expérimentation? Qu'est-ce que ça change sur les compétences des pros, qui travaillent avec vous? Ouais, c'est une bonne question. Je vais emprunter une accroche que l'on voit souvent ou qu'on entend souvent mais qui reste très vraie. Aujourd'hui, je pense pas que l'IA, va te remplacer toi en tant qu'expérimentateur, mais un expérimentateur qui maîtrise l'IA, pourrait bien te remplacer. Et donc ça, je pense que tout le monde l'a bien compris et c'est pour ça que la plupart aujourd'hui, regardent aussi ces sujets-là parce qu'encore une fois, l'IA va te permettre d'accélérer fortement, parfois va te permettre d'apprendre des choses, que tu aurais pas appris tout seul ou pour lesquelles tu aurais dû solliciter toute une équipe de data scientists avant d'avoir ta réponse. Et donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Après, ouais, il faut comprendre, je dirais, les possibilités offertes par l'IA, encore une fois, ses limites, qu'on a déjà évoquées tout à l'heure et comment tu intègres tout ça efficacement dans un programme d'expérimentation. Donc, je dirais qu'un leader d'expérimentation à l'ère moderne de la générative IA doit savoir, doit identifier le moment où l'IA peut être un levier stratégique, sans perdre de vue, tu vois, la nécessité d'une expertise humaine et d'un regard critique, comme je disais tout à l'heure. Si tu prends en comptant ce que l'IA te donne, ouais, je pense que tu as déjà perdu. Et donc c'est important d'avoir ce recul, ce regard critique, parce que encore une fois, l'humain fait bien mieux, sur plein de sujets, heu, que l'IA. Et donc je dirais que l'enjeu, c'est vraiment de collaborer avec l'IA plutôt que de la voir comme tu vois, un substitut ou une menace aussi. Certains voient ça comme une menace sur leur job. Je pense que c'est pas du tout l'idée. Faut voir ça comme ton partenaire quelque part. D'accord. Toi, au quotidien, en tant que directeur du produit de Caméléon, est-ce que tu utilises de l'IA? Est-ce que, je sais pas moi, pour, travailler avec tes équipes, est-ce que tu utilises ChatGPT, d'autres outils? Est-ce que tu peux nous partager un peu tes bonnes pratiques? Ouais, moi je suis pas un grand utilisateur pour être honnête. Après, ChatGPT, est je crois le deuxième onglet ouvert sur mon navigateur, donc j'utilise quotidiennement parce que même pour tu vois, on fait souvent vraiment du produit, ce qu'on appelle des requirements, des documents de requirements qui listent tous les requirements. Je demande souvent à l'IA: «OK, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose là-dedans? Est-ce qu'il y a des éléments, qui sont, pas clairs et que tu pourrais clarifier?» Pareil, on a vu des choses intéressantes, tu vois, on réalise beaucoup de sujets en production et parfois on a des bugs, et c'est intéressant de voir. À un moment donné, on s'est posé, on s'est dit: «OK, on va donner le code, à l'IA et puis, on va voir si elle aurait pu détecter effectivement, le potentiel bug en production» et ça a pas loupé, l'IA a pointé exactement l'endroit où il y avait un risque, et on a trouvé ça hallucinant parce que pour le coup, c'était vraiment un sujet très, très compliqué, qui introduisait, des changements en base de données, assez critiques, et l'IA avait pointé le truc. Elle avait dit: «Attention, c'est un peu louche par là». Et donc on l'utilise de plus en plus aussi, tu vois, quand on a des releases sur lesquelles, on n'est pas sûr, on demande un check à l'IA, aussi, qui nous aide là-dessus, ouais. Donc j'utilise à ces 2 endroits-là, moi. Donc en matière de gestion des risques, ça a un impact, hein, c'est ça? Vous êtes capable un peu d'adapter votre gestion des risques quand vous lancez une nouvelle fonctionnalité, par exemple? Ouais, totalement, ouais. On fait pas tout le temps évidemment, mais quand on sait qu'on a un risque,
on le passe, dans la moulinette, et c'est là où on voit effectivement si, il y a des choses qu'on a ratées. OK, parfait. Alors toi, Frédéric, tu es, installé à New York, depuis peu et il y a quelques semaines, tu me disais que tu es allé au Texas, à Austin, pour assister à un événement qu'on appelle EXL Unite, qui est un des plus gros événements dans le domaine de l'expérimentation. Je suis un peu curieux de savoir, par rapport aux gens que tu as rencontrés sur place, par rapport aux entreprises qui étaient là, aux pros qui étaient présents, qu'est-ce qu'ils te disent? Que disent les entreprises sur l'IA dans ce domaine aujourd'hui et c'est quoi leur perception? Ou leurs craintes si elles en ont? Ouais, effectivement, j'étais à cet événement-là, très sympa, avec beaucoup d'équipes matures, dans le monde de l'expérimentation. Je pense qu'aujourd'hui, on sent que, ouais, je dirais que le discours autour de l'IA est devenu plus mature. On est moins dans l'effet d'euphorie, initiale où, tout semblait magique et cetera. Je pense que, voilà, toutes les limitations que j'ai citées, les challenges, je pense que la plupart, les ont maintenant en tête. Donc ce qui ressort, je dirais de manière unanime, c'est que, voilà, ça reste un outil, incroyable, qui est incroyable, tu vois? Sur la génération d'idées, par exemple, parce que le rôle quand même des personnes en charge de l'expérimentation, c'est, OK, d'identifier un problème, une hypothèse et d'avoir des idées. Et les idées, c'est toujours ce qui a un petit peu péché chez chez nos clients, et ils nous ont toujours demandé des features, qui permettent de générer des idées à la volée. Donc ça, très utilisé même, voilà, ils partent d'une hypothèse, ils demandent à ChatGPT, des idées de test. Et donc ça, c'est le 1er sujet. L'identification rapide aussi de segments. Je pense que la plupart maintenant ont compris que ça apportait de la valeur. Créer des segments, ça demande, des équipes data qui vont cruncher la data, qui vont cleaner tout ça, et C'est cetera. quoi, pardon? Tu peux juste donner un exemple, un segment Ouais, un segment d'audience, qu'est-ce que tu pardon, veux un dire? groupe d'utilisateurs qui sera réceptif, par exemple, à, bah, encore une fois, ton message promotionnel, par exemple. Donc ça, la plupart ont bien compris également l'utilité. Sur l'analyse aussi, notamment, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, sur tous les tests, aujourd'hui, c'est, la plupart ont envie que, tous les tests soient gagnants. Évidemment, c'est pas possible. Tu as toujours des tests qui sont, qui apportent, qui apportent quelque chose de négatif. Et donc ils voient aussi l'IA comme un moyen d'identifier, un sous-segment qui serait réceptif, lui, à une variante. Donc c'est une des features qu'on a, et ça tombe bien, donc on a pu la présenter aussi. Donc l'idée de cette feature, c'est, de regarder parmi tous les visiteurs qui sont exposés à la B-test, quel sous-segment sera réceptif, de façon à pousser cette variante-là, qui est considérée comme étant, non concluante pour tout le monde, mais gagnante pour ce segment-là. Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'il y a des personnes ou des professionnels qui ont exprimé justement des doutes ou des craintes ou des questions, qui se posent beaucoup de questions sur le sujet de l'IA? Ouais, je dirais qu'il y a peut-être des doutes encore aujourd'hui sur la partie, analyse. Bon, on entend beaucoup parler, d'IA, sur sa capacité à générer le contenu, mais, elle reste très faible sur les calculs. Donc ça, c'est une vérité absolue, et cetera. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faire attention aussi, sur les résultats, que l'IA te donne, d'avoir ce recul, parce qu'on sait que l'IA a quelques complexités à faire des calculs. Et donc faut regarder ça avec des pincettes. Et donc, ça aussi, je pense que les équipes, mais encore une fois, c'est un événement dans lequel tu as beaucoup de maturité aussi, donc les équipes ont bien compris, que l'IA, était pas la baguette magique qui répond à tout. Heu et ça, c'est important, et j'ai trouvé ça vraiment très bien, ouais. Alors tu me disais, tout à l'heure que tu as rejoint les équipes de Caméléon en 2012. Comment, a évolué le monde de l'A/B testing et de l'expérimentation au cours de ces années? À quelle vitesse? Et est-ce que tu as l'impression d'une accélération et à quoi ça va ressembler, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Comment tu vois évoluer les choses, toi qui as vraiment beaucoup d'expérience et d'historique, sur le marché? Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce marché. Je pense que, voilà, encore une fois, au début, la plupart des sociétés cherchaient des outils simples pour mettre en place des changements simples sur leur site. Je pense que ce mindset-là a un petit peu évolué. Maintenant, on voit l'expérimentation comme un outil qui permet d'innover, encore une fois. Heu et je dirais que les attentes, si je jump directement en 2024, je dirais que les attentes maintenant, c'est, OK, tout ça c'est bien, et cetera, mais est-ce que l'IA peut prédire, tu vois, le résultat d'un test avant même que je le lance? Donc ça, c'est une question qui revient souvent, qui est légitime, hein. Je pense que c'est un peu le graal, que, tout le monde aimerait bien avoir. Donc, j'ai pas besoin de lancer l'A/B test. L'IA va me dire: «Non, ça va être unsuccessful here», pas besoin de le faire, parce qu'on le franglish ici, mais en gros, voilà, c'est pas successful qui va pas le faire. Je pense qu'on n'y est pas encore, parce que, tu vois, les comportements humains restent imprévisibles. Tu lances un test AB,
tu as un trafic, qui est inconnu, tu as forcément des nouveaux visiteurs qui arrivent sur ton site et donc c'est très compliqué, je pense, ouais, de prédire le résultat d'un AB test, donc on n'y est pas encore. Évidemment, on suit ce sujet de très près puisque ça reste encore une fois, je pense le graal, que tout le monde va avoir. Heu, mais voilà, c'est passionnant et donc c'est pour ça aujourd'hui que, ouais, on a beaucoup d'investissements sur des sujets d'IA chez Cameloon, parce que je pense qu'on est déjà sur la prochaine vague. Je pense qu'on a compris maintenant que l'IA peut amener encore une fois de la valeur sur, de l'analyse, sur de la génération d'idées, sur, de l'automatisation de tâches, qui demandaient du temps avant et qui sont faites maintenant en 2 minutes avec la generative AI. Le prochain challenge maintenant, c'est de prédire. Donc là, on prédit déjà le comportement d'achat, qui est déjà très bien. Heu, Si demain on arrive à prédire effectivement le résultat d'un A/B test, je pense que c'est encore mieux. En tout cas de donner un score, heu, voilà avec, une marge d'erreur, qui de toute façon tu es dans la prédiction, mais je pense que c'est, ce que les clients aujourd'hui, demandent et attendent. Ça c'est les prochaines évolutions, qui arriveront, je pense on n'y est pas encore. Je pense que les algorithmes qui permettent de faire ce genre de choses-là sont pas encore là, et donc il faudra attendre un petit peu d'évolution encore. Et si on fait un peu de fiction, de science-fiction, un programme d'expérimentation entièrement piloté à l'IA, en termes de probabilité que ça existe un jour, ça serait combien, dans les années à venir? Ouais, non, je pense que tu es assez proche. En réalité, tu es assez proche sur certains aspects du programme d'expérimentation. Je pense qu'il y a des choses, tu vois, quand tu lances un test AB, bon, tu es toujours obligé un petit peu de regarder ce qui se passe, de regarder les résultats, de voir les tendances, et cetera et tu vois, pour parler un peu d'IA, on a le sujet des agents IA qui est un sujet qu'on regarde aussi, où, l'IA est en mesure de prendre des décisions un peu en autonomie. Donc, si tu as un test AB qui est pas concluant, bah, itère. Finalement, la variation B, tu la connais. Si tu fais tel changement en autonomie sur cette variation B, quel résultat ça amène, quel incrément ça amène, et cetera et je pense que là-dessus, on n'y est pas très loin en réalité, d'avoir en autonomie ces actions, qui sont menées par de l'IA. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de fortement travailler, ouais, heu, d'être dans de la prise de décision. D'accord, OK. Donc on pourrait avoir un agent d'IA qui lance un test, le test n'est pas conclusif, du coup, un autre agent prend le relais, fait les modifications ou les changements et relance un nouveau test, le tout sans intervention humaine? Ouais, D'accord. c'est ça. Tu peux recevoir un petit Ouais, bien message, sûr. mais oui, l'idée c'est un peu ça. L'idée c'est un petit peu ça parce qu'en réalité, c'est ce que la personne en charge de l'expérimentation fait au quotidien. Elle va lancer son test AB, elle va regarder les résultats, évidemment avec, le niveau statistique qui est nécessaire et ensuite elle va adapter sa variation B, elle va relancer un test et l'idée c'est d'automatiser un petit peu cette tâche-là. Heu et c'est totalement faisable avec, la technologie qui est actuellement disponible. Est-ce qu'il y a un alors je sais que c'est une question qu'on doit sans doute beaucoup te poser, mais est-ce qu'il y a un trafic minimum à avoir pour juger de la pertinence d'un test? Est-ce que ça se mesure en quoi? En dizaines, centaines, millions d'utilisateurs ou de visiteurs? C'est quoi le calcul qui permet de dire que, ce test a assez de trafic pour être pertinent? Ouais, c'est une bonne question. Il y a 2 éléments, importants, qui sont fondamentaux. Le 1er, c'est ton trafic, donc combien de visiteurs, voient, ton AB test et le nombre de conversions. Donc plus ces 2 chiffres sont importants, moins tu as besoin d'avoir un échantillon, qui est important. Donc, par exemple, si tu es, dans le B2B, Mmh. bah, souvent tu as pas énormément d'utilisateurs, tu vois, actifs sur ton produit. En revanche, tu as énormément plus de conversions que tu ne l'as sur un site e-commerce. Et donc tout ça se complète un petit peu, donc tu pas forcément besoin d'avoir beaucoup de visiteurs parce que tu as des taux de conversion qui sont hyper importants. Donc c'est les 2 indicateurs, fondamentaux. Après voilà, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais en général, on se dit qu'il faut laisser un test tourner un minimum d'une semaine pour prendre en considération les effets, tu vois, semaine versus week-end où les comportements des visiteurs sont pas forcément les mêmes. Et après, voilà, sur la moyenne, ce qu'on observe, c'est 2-3 semaines, tu vois, en fonction des sites D'accord. OK, parfait. Et alors quel conseil est-ce que tu donnerais aux organisations, aux entreprises qui cherchent à adopter l'IA, dans les programmes d'expérimentation?
Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter peut-être? Il faut clarifier les objectifs, tu vois, avant de se lancer. Pourquoi tu veux utiliser l'IA? À quel endroit tu veux l'utiliser? Je pense qu'on a beaucoup d'organisations, de boîtes qui, tu vois, adoptent de l'IA parce que, voilà, c'est à la mode, et il faut le faire sans savoir vraiment, tu vois, ce qu'elles veulent en tirer. À quel endroit c'est important pour toi? Est-ce que c'est encore une fois dans, tu vois, la compréhension de qui sont tes visiteurs et donc tu as besoin d'avoir, de l'IA qui vient, créer des audiences pour toi? Ou est-ce que c'est sur la partie analyse parce que tu lances tellement d'AB tests que, tu pas, les data scientists, les data analystes qui vont et donc tu as besoin d'IA à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est parce que, tu vois, tu es tellement mature sur ton programme d'expérimentation que pour aller chercher des petits incréments, bah, il faut que tu fasses l'extra mile et donc c'est là où tu vas avoir besoin d'intelligence artificielle qui te génère des idées, qui te crée des expériences à la volée pour que toi tu puisses te concentrer. Donc voilà, il faut clarifier quand même les objectifs sur, voilà, c'est sur tes attentes, où est-ce que toi tu en es par rapport à ton programme d'expérimentation. Donc il faut commencer un peu par définir tout ça, et après il faut aligner aussi évidemment, les cas d'usage, tu vois, aux priorités stratégiques de la boîte, heu, voir où est-ce que tu investis, quelles compétences, tu viens compléter. Et puis après, faut bien sûr évidemment rester pragmatique avec tout ça. Encore une fois, l'IA est un outil hyper puissant, mais elle remplace pas, l'humain sur la vision, sur l'intuition qu'elle amène, la créativité aussi. Il faut voir ça comme une complémentarité. Est-ce que tu penses qu'on parle assez de la valeur que peut apporter l'expérimentation dans une entreprise, dans un site de e-commerce ou autre? Parce que c'est quand même un truc de niche. Enfin, quand tu fais du marketing, tu entends un peu parler de ces sujets-là, mais c'est quand même pas très grand public quand on parle d'A/B testing et d'expérimentation. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et pourtant, j'ai partagé tout à l'heure quelques chiffres sur, tu vois, les taux d'usage, les fonctionnalités, et cetera. Il y a énormément de marge de manœuvre, dans les sociétés aujourd'hui, pour l'expérimentation, heu, sans aller, tu vois, à mimer ce que fait un Amazon, ce que fait un Spotify. Je pense qu'il y a effectivement un juste milieu à avoir et je trouve dommage effectivement que l'expérimentation parfois soit perçue comme un élément de niche, alors qu'elle te garantit finalement que ce que tu mets en place apporte de la valeur à la fois pour l'utilisateur final, mais aussi pour ton entreprise. L'objectif, encore une fois, c'est de faire les 2. C'est pas juste d'amener de la valeur pour l'utilisateur, c'est aussi d'amener de la valeur pour l'entreprise. Tu réponds à des objectifs stratégiques et l'A/B testing reste, la méthodologie de référence indispensable et je pense que les Américains ont bien compris ça, depuis longtemps. Il y a beaucoup d'études, encore une fois, il y en a une d'Harvard qui est très connue, qui montre, encore une fois, la corrélation entre le nombre de tests et la croissance sur le revenu. Donc il y a beaucoup de signaux quand même qui sont importants à considérer. Maintenant, je pense quand même que depuis 2012, où j'avais rejoint et aujourd'hui, on n'est plus exactement tu vois, sur cette compréhension-là. Je pense que la plupart des boîtes ont quand même compris ça. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui viennent nous voir, qui sont matures, et qui veulent mettre de l'A/B testing, en place. Même les équipes produits qui historiquement en faisaient pas, commencent à en faire. Alors au travers ce que j'appelais tout à l'heure le déploiement progressif de fonctionnalités qui reste une première étape dans le monde de l'expérimentation, mais elles y viendront, elles y viendront. Quand tu es dans une approche héroïste où ce que tu fais est mesuré par l'impact et le gain que tu amènes, l'expérimentation reste l'outil de référence. D'accord. Tu peut-être une dernière question pour toi. Maintenant que tu es, basé à New York, est-ce que tu sens une différence en termes d'état d'esprit entre le marché nord-américain et le marché français ou européen? En termes de justement de compréhension de la valeur de l'expérimentation ou la manière d'approcher l'IA dans le sujet? Ouais, historiquement, le marché américain a toujours été, plus mature, sur l'expérimentation. On voit typiquement beaucoup plus d'équipes produits qui s'équipent, d'outils d'expérimentation qu'on ne le voit actuellement en Europe. En Europe, ça reste beaucoup encore des équipes, digitales, marketing, ce qui est très bien, hein. Pas en train de dire ça. Après, peut-être que la différence aussi se fait sur, tu vois, quand tu veux mettre en place de l'expérimentation au sein des équipes produits, il faut que tu aies une organisation produit qui soit mature. Et aux États-Unis, on sait que les organisations produits sont, par définition, plus matures qu'en Europe. Donc, c'est normal qu'elles soient beaucoup plus en avance, que la France, que l'Allemagne sur ces sujets-là. Pour mettre en place de l'expérimentation, il faut que tu sois en capacité de délivrer rapidement des nouvelles fonctionnalités en production. Si tu es pas en capacité de faire ça, l'expérimentation,
t'aidera pas à aller plus vite sur ce sujet-là. Donc, il y a quand même c'est indispensable, heu, prérequis, on va dire, à la mise en place de l'expérimentation. Et sur l'IA, heu, bah, c'est assez curieux parce que je dirais je dirais que c'est plutôt l'inverse. On voit la France, tu vois, plus demandeur de ce genre de choses. Mais peut-être parce que ça va aussi avec la maturité du programme d'expérimentation. Quand tu as des équipes dédiées sur l'expérimentation, l'IA reste un outil, encore une fois, d'aide, ton copilote au quotidien. Heu, Quand tu as l'expérimentation, au sein de ton organisation, qui est pas hyper mature, bah, tu vas aller chercher de l'IA pour accélérer tout ça. Et donc ça peut expliquer un petit peu les différences aussi, sur, on va dire la reconnaissance de l'IA dans le programme de l'expérimentation, ouais. D'accord, parfait, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Frédéric. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Nathalie Dupuis, qui est directrice artistique, formatrice, conférencière et exploratrice de l'IA. On écoute sa question. Alors ma question est la suivante, c'est quel est votre avis à court ou moyen terme sur l'agentivité ou la multi-agentivité? Ouais, 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 j'ai touché un mot déjà, heu, moi j'y crois évidemment, encore une fois, je l'ai précisé tout à l'heure à travers des différents exemples où les agents IA sont en capacité de prendre des décisions en autonomie, en fonction des résultats qu'ils observent d'un A/B test. Donc, oui, moi je pense que c'est le futur évidemment. Heu, et dans le monde de l'expérimentation, ça apportera énormément de gains. Ça, c'est d'une évidence, ouais. D'accord. Et dans d'autres domaines hein, un peu plus larges, si tu prends un peu de hauteur, la question des agents d'IA qui parlent entre eux, ça, à quel point ça va être disruptif ou ça va changer un peu les paradigmes existants? Moi, je dirais sur tout ce qui est support aussi, heu, tu vois, toutes les demandes de support sur les sites web, Mhm. où souvent c'est une catastrophe sur les temps de réponse, sur Ouais. la qualité des réponses, et cetera. Après, ouais, service client, et cetera. Après j'ai envie d'y croire et en même temps, c'est tellement spécifique, les demandes de chaque client sont tellement spécifiques. Moi, j'ai des cas de personnel, ici aux États-Unis où, c'est assez hallucinant. Je pense que, limite des fois je me demande si on n'a pas perdu un peu le contrôle. On a déjà des agents, on a l'impression qu'on parle à des humains. Enfin, en réalité, on parle en réalité, tu es en train de parler à un agent, IA, et je trouve que c'est très dangereux. C'est pour ça je trouve que c'est à la fois prometteur et dangereux. J'ai envie d'y croire et en même temps de pas d'y croire. Moi, j'ai un cas, personnel que je peux partager qui est, tu vois, quand je suis arrivé aux États-Unis, la première chose que j'ai fait, c'est, j'ai appelé pour avoir internet, parce que c'est quand même, mon mode de travail. Et j'ai eu quelques soucis à la mise en place au début et donc, je discutais avec le support et donc, il m'avait envoyé un responsable, tu sais, pour mettre en place internet et elle avait pas pu accéder au local, et cetera. Et donc j'avais contacté le support en disant: «Ah bah, j'ai trouvé la clé pour voir le local, est-ce que vous pouvez, renvoyer la personne?» Et la personne, tu vois, avec laquelle je discutais me dit: «Oui, oui, pas de souci, la personne termine, dans une demi-heure, elle sera chez vous». J'attends une demi-heure, personne. Je recontacte, elle me dit: «Oui, oui, elle est en train de terminer, dans 2 heures, elle arrive», et cetera. Il était 9 heures du soir, j'avais personne et donc j'étais furieux et Liam me disait: «Demain matin», donc on était dimanche, hein, «Demain matin, elle sera chez vous, je vous donne un bon de réduction, pour, satisfaction», et en réalité, j'étais en train de parler à un agent. Et donc c'est dangereux en soi parce que l'agent me promettait des choses. Pour ça je dis: «Attention, il y a des biais dans tout ça, enfin, l'IA va aller dans le sens où tu as envie d'aller, quelque part». Et donc, l'IA me promettait des rendez-vous qui n'existaient pas, elle me promettait des bons de réduction qu'elle avait pas. Et tu vois le truc? Et donc en fait, c'était un agent et le lendemain, j'ai appelé au téléphone, j'ai dit: «Écoutez, la personne me dit: "Non, non, il y a pas de rendez-vous, il y a pas de rendez-vous qui a été planifié et vous avez pas non plus de bon de réduction"». Et c'est là où je dis: «Mais attendez, c'est hyper dangereux votre système. Vous êtes sur de l'intelligence artificielle». C'est clair. Du coup, tu peux manipuler un peu les agents d'IA pour aller dans le sens où tu veux qu'ils aillent. Oui, parce que si tu es furieux, en fait, c'est là où c'est compliqué. Mais toi, tu le vois aussi sur ChatGPT, quand tu dialogues avec ChatGPT et que tu es pas content de la réponse, Mmh. bah, l'IA va t'adapter à dire: «Excuse-moi, je me suis trompé», et cetera, et va aller dans ton OK. sens. Faut pas faire ça dans le domaine de l'expérimentation. Faut pas être furieux qu'un test ait échoué et du coup l'IA va t'apporter, la confirmation. Ouais, exactement, J'entends exactement. ça. OK, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Frédéric. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Ouais,
ça rejoint un peu ce que je suis en train de dire là, mais en gros, je pense qu'on voit que l'IA, s'est imposée partout. Tu vois, tu as une explosion de startups aujourd'hui, autour de l'IA. Je pense que tu as une startup, qui se crée sur l'IA chaque jour avec des usages parfois un peu flous, notamment sur les réseaux sociaux ou, les systèmes encore une fois de support, dont on discutait tout à l'heure. Et donc on sait même plus si on interagit aujourd'hui avec de l'IA. Et donc quelque part ma question c'est: est-ce qu'on n'est pas allé trop vite, dans tout ça? Est-ce que 2025 risque pas d'être un bain de sang pour, beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans l'IA sans une stratégie solide, sans, concrètement avoir de business case à résoudre? Et donc est-ce qu'on n'est pas déjà sur la prochaine bulle, technologique? Et donc, c'est quoi ton pronostic aujourd'hui? D'accord, parfait. Eh ben, merci beaucoup de ta participation, Frédéric de Todaro. Je rappelle que tu es Chief Product Officer chez Caméléon. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Julien, à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.